Bienvenue des procès fictifs de la Green Week. Les citoyens saisissent de plus en plus la justice pour faire valoir leurs droits à un environnement sain, à un air pur. Les ONG également interpellent les responsables de la pollution et demandent réparation. Les attentes des citoyens et de la société civile sont fortes. Ils demandent légitimement plus de justice environnementale, une tolérance zéro face à la pollution et que des mesures concrètes soient imposées. La Commission européenne, gardienne des traités, instruit les infractions contre le droit de l'Union européenne en matière environnementale et saisit la Cour de justice pour faire respecter ce droit. Pour vous donner une idée, début mai, la DG Environnement avait 466 cas d'infraction ouverts, dont 77 en matière d'air, le tout traité par une équipe de 24 juristes. La Commission reçoit quotidiennement des plaintes et elle instruit en priorité les cas dits systémiques. Si elle se focalise sur ces cas systémiques, c'est parce qu'elle s'appuie sur le juge national pour traiter des cas dits particuliers ou individuels. Le juge national est effectivement le garant de la correcte application du droit de l'Union européenne, concrètement, au plus près du citoyen. Et ce, afin de lui permettre non seulement une correcte application du droit et des mesures efficaces, spécifiques sur le terrain, mais également une compensation financière, le cas échéant. Against this background, mock trials were organized. Des procès fictifs ont été organisés par 5 universités cette année-ci. Il s'agit de l'Université d'Utrecht, l'Université catholique de Lyon, de l'Université de Münster, Göteborg et de Dublin. Les étudiants de ces universités partageront aujourd'hui avec vous leurs résultats de leur exercice et mettront en évidence leurs conclusions. L'objectif de cette étude comparative est d'identifier des similarités et des différences pour ce qui concerne les procédures juridiques ainsi que les critères nécessaires à remplir pour une soumission de requête. Nous allons maintenant nous pencher sur la question de la qualité de l'air. Nous avons des individus, M. Bocken et Mme de Mongeau, qui se sont penchés sur cette question. Ces requérants vivent dans un quartier joli, mais la qualité de l'air n'est pas adéquate. Et après plusieurs années, ils ont constaté qu'en 2018-19, les valeurs limites étaient régulièrement dépassées dans leur zone. Et les actions menées au niveau national étaient décevantes pour tenir compte de la pollution. Il est donc nécessaire de s'adresser aux autorités locales, la municipalité par exemple, pour demander que des mesures adéquates soient prises parce que les plans de la qualité de l'air ne sont pas respectés. Il a demandé, par exemple, de fermer l'accès à l'autoroute près de son appartement et a demandé que des véhicules et des camions d'avant 2014 ne puissent plus avoir accès. C'est une demande qui avait été introduite auprès des autorités locales, mais sans aboutir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est adressé alors à un juge. Il est frustré. Il a demandé que dans les plans de la qualité de l'air, on revise les seuils et il a demandé aux autorités de prendre les mesures appropriées qu'il demande. À côté de cela, une ONG s'est jointe à cette requête. L'ONG travaille dans le domaine de la qualité de l'air. Il y avait dans la zone une
un jardin d'enfants et l'ONG considère que les droits fondamentaux n'ont pas été respectés. Les droits fondamentaux à un environnement sain. L'ONG a fait remarquer également que les recommandations de l'OMS doivent être respectées pour ce qui concerne la qualité de l'air. Sans tarder, je voudrais vous présenter notre première représentante de l'Université d'Utrecht. Il s'agit de Maartje. Maartje, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Sarah, de cette introduction. Je m'appelle Maartje et c'est un honneur pour moi de pouvoir m'exprimer au nom de l'Université d'Utrecht. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à mes collègues qui ont participé à l'opération. Pouvons-nous passer en revue la vidéo que nous avons conçue? Cela ne fonctionne pas apparemment. Maartje, si vous voulez bien continuer. Nous allons commencer avec la première réaction de l'audience auprès de la justice. C'était décevant. La Cour a demandé aux entités administratives de prendre position. Je vais revenir là-dessus plus tard. Je vais mettre en évidence maintenant 5 points de l'audience auprès de la juste. Les critères que nous avons mentionnés n'ont pas joué un rôle important. La notion de partie intéressée avait été remplie. Le juge a demandé explicitement si on voulait mener des actions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est tout aussi important. La directive avait été transposée dans la législation européenne. Ici, il s'agit donc surtout de la législation néerlandaise. Le troisième point intéressant, c'est que les cours administratives ne prennent pas position par rapport à des demandes individuelles. Dans ce cas-ci, la Cour a demandé qu'il y ait une exception et la Cour a donc dû prendre une décision. La Cour est réticente à le faire. Cela signifie nécessairement pas que la Cour ne prend jamais de décision par rapport à des dérogations ou des exceptions. Nous avons un cas récent qui montre le contraire. Quoi qu'il en soit, la Cour ne peut pas changer les requêtes, peut seulement demander aux organes de le faire. J'en arrive au quatrième point. Par rapport aux exceptions, l'affaire doit être liée directement à la qualité de l'air. Selon la Cour, ce n'était pas le cas. Comme je l'ai dit, une norme généralement pas traitée par un organe administratif. Ce sont les tribunaux civils qui le font normalement, mais souvent les tribunaux civils s'adressent au tribunal administratif, donc c'est un effet de boomerang. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le juge a accepté que 2020 était une année atypique à cause de la pandémie et que même si les seuils n'avaient pas dépassé les limites cette année-là, on peut déceler une tendance générale, c'est-à-dire qu'en général, il y a dépassement des seuils. J'en arrive au cinquième et dernier point. Il s'agit ici d'invoquer que ce serait contraire au droit international. La Cour n'a pas rejeté cette disposition relative aux normes de l'OMS, donc une obligation peut découler de ces standards non contraignants. Il y a un consensus dans le monde universitaire, mais cela n'a pas été possible à cause des deux parties. L'État doit démontrer qu'il n'y a pas de consensus général. Cela nous amène à la conclusion que j'ai déjà mentionnée.
obligation d'investiguer d'autres alternatives pour démontrer que ces mesures ne sont pas les seules à la disposition pour diminuer les émissions. Cela prendra sans doute quelques mois et puis il y aura un autre procès probablement. Et je m'en tiens à ceci et je vous remercie de m'avoir écouté. Je repasse la parole à Sarah. We are pretty much looking forward to the next judgment, don't we? C'est très intéressant. Nous passons à l'affaire suivante. Je voudrais passer la parole à Alessandra pour l'Université de Dublin. Alessandra, s'il vous plaît. Thank you, Sarah. Merci Sarah, bon après-midi à tous. Je m'appelle Alessandra et au nom de l'University College de Dublin, je vais vous donner un aperçu de nos procédures nationales. Alors tout d'abord, j'aimerais vous montrer une photo de tous les participants à notre concours national de plaidoirie. Nous avons trois mentors, le juge, trois équipes, donc 3 personnes pour chaque demandeur, Bocone Clean Air Island, et 4 personnes plaidant au nom du gouvernement. C'est un effort d'équipe qui a été réalisé. Je veux remercier notre mentor et notre juge qui a été particulièrement aimable avec nous. Alors très rapidement, je voudrais vous présenter les questions qui découlent de cette affaire. Tout d'abord, la question de l'intérêt à agir en justice. En Irlande, il faut pouvoir prouver qu'il existe un seuil d'intérêt suffisant pour prouver la qualité à agir. Et en fait, c'était un petit peu plus problématique pour l'ONG que pour le demandeur particulier. En effet, pour l'ONG, 2 questions distinctes de qualité pour agir ont été abordées. Tout d'abord, la question de savoir si l'ONG avait qualité pour agir en cas de violation de la directive européenne sur la qualité de l'air, ce qui était relativement facile à prouver. Et deuxièmement, la question de savoir si l'ONG avait la qualité pour plaider une violation des droits de la personne. Cela a été plus problématique car le droit irlandais n'accorde généralement pas la qualité pour agir aux personnes morales pour faire valoir des droits de la personne, comme par exemple le droit à la vie. Et comme vous avez pu l'entendre dans ce qui a été dit précédemment, le juge a quand même accordé le droit à l'ONG parce qu'il a considéré que on s'appuyait sur un droit d'intérêt collectif. Alors, il fallait savoir s'il y avait violation du droit et du droit de l'air et des droits des enfants, donc droits humains. La valeur légale de la recommandation de l'OMS a été remise en question par le juge et nous allons maintenant vous montrer comment cela a fonctionné chez nous. Une question en ce qui concerne les données de l'OMS. Est-ce que c'est une autorité légale? Non, ce n'est pas une autorité contraignante du point de vue juridique, mais nous croyons que c'est une autorité scientifique et que donc la classe politique devrait tenir compte de ces instructions lorsqu'elle émet des textes. Ça n'a pas été considéré comme suffisant et le juge a décidé donc de s'en tenir aux réglementations juridiquement contraignantes et a considéré qu'il n'y avait pas de violation puisque les valeurs limites des polluants prévues par la directive n'étaient pas dépassées. Alors, en ce qui concerne les mesures correctives demandées, les 2 requérants ont demandé aux autorités de mettre à jour leur plan de qualité de l'air afin d'y inclure des mesures conformes aux recommandations de l'OMS. Et vous allez voir ici dans la vidéo, si on peut la lancer, comment les autorités ont répondu. Alors, comme ma collègue l'a expliqué, c'est
valeurs se trouvent dans les valeurs qui sont reprises dans la directive. Et donc, le gouvernement n'a aucune obligation de se soumettre aux recommandations de l'OMS au titre de cette directive. Et pour ces régions, nous comprenons que le juge a tranché en faveur du défendeur et qu'aucune violation n'a été constatée. Donc, effectivement, le juge a tranché pour le défendeur. Aucune mesure corrective n'a été accordée en conséquence. Mais le juge a précisé que si une violation avait été établie, la Cour aurait déclaré les plans de qualité de l'air existants comme illicites plutôt que d'accorder les mesures spécifiques demandées. Voilà, ceci conclut ma présentation et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Alessandra, merci effectivement. C'est particulièrement intéressant ce lien avec l'OMS et les précédents. Alors nous passons maintenant à Gothenburg et j'ai avec moi Alessia. Alessia, vous avez la parole. Merci, Sarah. Je commence directement par mon exposé. J'ai travaillé avec une équipe de l'Université de Gothenburg. Nous avons procédé à des procès fictifs. Je vous parlerai des résultats des procès fictifs. Notre procédure concernait 2 affaires en appel. Tout d'abord, nous avons envoyé une lettre. Après le processus d'appel, on a abouti à la Cour du Land de Göteborg. Nous avons envoyé une lettre au conseil administratif. Après un processus d'appel avec Bokin et les ONG, on est arrivé à la Cour de l'environnement. Les 2 affaires ont été traitées dans la même procédure pour des raisons d'efficacité. Une des questions principales soulevées lors de la procédure, c'est de savoir qui a la possibilité de soulever une affaire en appel. La partie la plus intéressante de la présentation concerne les conclusions, les résultats. La Cour s'est prononcée en faveur de la municipalité, mais a rejeté toutes les plaintes présentées par les ONG et Boken. Nous en concluons ceci. C'est que les conventions ont joué un rôle important, ce qui a permis à l'ONG d'ester en justice, ce qui n'aurait pas été possible autrement. Une autorité réglementaire n'a pas l'autorité et l'obligation d'agir. Donc, il est difficile pour une personne privée, pour d'autres acteurs ou d'ONG de trouver des soutiens pour obtenir justice par rapport au programme de la qualité de l'air. Nous avons constaté aussi que si on veut réussir, l'affaire doit être soutenue par un argumentaire concret pour montrer non seulement que les exigences minimales de l'Union européenne ne sont pas respectées, mais aussi que la municipalité n'a pas joué son rôle de surveillance. Il est intéressant de savoir ce que va opiner la Cour européenne de justice et je voudrais vous remercier de nous avoir permis de participer à ces procédures. Merci à l'équipe de Gothenburg et on voit qu'il y a beaucoup de différences possibles. Nous avons donc une affaire en cours contre l'Allemagne
Et nous entendrons parler maintenant de la situation en Allemagne. Nous passons la parole à l'Université de Münster avec Clara et Mathias. Et Clara, je vous passe la parole, s'il vous plaît. Merci, je suis Clara et je vous présente le jugement de la Cour administrative d'Allemagne. La première chose que nous avons fait, c'est de subdiviser notre affaire en 4 groupes et chaque participant représentait une partie. Nous avions les plaignants, Bocken, l'ONG. Nous avons agi contre le gouvernement du district. Nous avons d'abord essayé de voir la qualité des requérants. Bocken, qui est un habitant de Münster, est convaincu qu'un dialogue avec l'administration était possible. Les ONG ont le droit d'ester contre la municipalité. Donc, il ne fallait pas agir en particulier. Ce que vous voyez ici, c'est un tableau qui contient les différentes concentrations. Nous avons essayé de voir quelles étaient contraignantes et non. Nous avons commencé avec les dispositions de l'OMS. Ici, vous voyez les valeurs ambitieuses, mais qui ne sont pas considérées comme contraignantes. La directive sur la qualité de l'air et le droit allemand prévoit 0,5 par mètre cube de concentration. Ce seuil avait été dépassé. On ne sait pas si c'est contraignant ou pas. La valeur de dépassement moins ambitieuse n'avait pas été dépassée. Nous avions une concentration élevée de PM que vous voyez dans le tableau. Cette valeur était élevée en 2018-2019. En 2020, cette valeur n'avait pas été atteinte. C'est peut-être bien, mais cela ne suffit pas aux yeux des requérants. Nous voulons convaincre la Cour qu'à l'avenir, après la pandémie, il y aura certainement un dépassement de la valeur limite. Et on reviendra à la situation de 2018-2019. C'est un effet de rebond auquel on s'attend à la fin de la pandémie et il y aura à nouveau un problème. Normalement, l'administration peut décider quelles sont les mesures nécessaires pour contrôler la qualité de l'air. L'administration a un pouvoir discrétionnaire important en la matière. L'administration, si elle ne constate pas qu'il y a un rebond après la pandémie, à ce moment-là, la Cour pourrait décider de nouvelles mesures. Si la personne sort du cercle jaune, la Cour peut décider ce qu'il convient de faire. La Cour n'a pas encore publié ses résultats et des mesures particulières n'ont pas été prises. Si cela avait été un cas réel, l'administration aura envoyé les mesures à prendre. Le juge n'a pas déclaré ce qu'il convenait de faire. Il faut donc que l'administration décide ce qui sera nécessaire pour éviter qu'il y ait à nouveau un rebond et des dépassements des valeurs. Je passe la parole à l'orateur suivant. Oui, je suis sûre qu'on reviendra sur certains éléments que vous avez pointés, mais je voudrais vous informer que si vous voulez voir tous les documents, ils sont disponibles sur le site web. Il suffit de faire dérouler le programme et vous verrez les documents
Et je sais qu'on est tous d'accord pour partager les informations de manière à ce que tout le monde puisse étudier cela de manière importante. Elisa, bonjour. Je crois que pour nous, vous avez déjà une petite vidéo à nous présenter, n'est-ce pas? En effet, merci Sarah et bonjour à tous. Donc, je m'appelle Elisa Negrello et je représente l'Université catholique de Lyon. Et on va d'abord commencer par vous présenter brièvement le procès fictif à travers une vidéo. En fait, je trouve que toute la procédure est fascinante, surtout la plaidoirie. Je trouve ça vraiment génial de pouvoir s'exprimer, de pouvoir justement essayer de convaincre d'autres personnes que vous avez raison, en plus des textes. Et je trouve que tout le combat en fait est très intéressant à voir et du coup ça me pousse encore plus dans mon envie de devenir avocate plus tard. Bien, le but a été d'encadrer les étudiants, d'abord pour la préparation de leur mémoire en défense, ensuite pour la préparation de la plaidoirie. En 30 secondes, le cas, c'est est-ce qu'on peut demander à une collectivité de prendre une mesure générale de police pour résoudre un problème individuel, qui est un problème de pathologie liée à la pollution de l'air. Et aujourd'hui, les juges ont dit non. D'un point de vue général, on va dire, de se projeter professionnellement dans les fonctions d'avocat, de magistrat, de réaliser un exercice pratique pour qu'ils se rendent compte que le droit est vivant et qu'il est appliqué dans ce cadre-là le plus souvent. Pour la première fois, ils visitent une salle d'audience et donc ils font, disons, une partie de leur profession. Et c'est aussi une occasion pour découvrir s'ils ont des vocations aussi à être avocat, maître ou juge. Et donc ça, c'est intéressant comme on a vu dans cette occasion. Elisa, on vous écoute. Merci. Donc, je vais maintenant vous indiquer les points principaux du jugement du procès que l'on a donc eu à Lyon. Donc, on a divisé le procès en 3 temps. Donc, dans un premier temps, on a parlé du plan de protection de l'atmosphère. Et donc, on a vu que les seuils imposés par la directive européenne n'avaient pas été réellement dépassés en 2020, dû notamment à la pandémie et donc la crise sanitaire qui a eu lieu. Et on a aussi pu se poser la question de si les citations de mesures représentaient réellement le seuil qui n'était pas dépassé, parce qu'on pouvait se demander si au niveau de là où la requérante vivait, le seuil pouvait être dépassé, parce que les stations de mesure ne sont pas toutes au même endroit. Ensuite, dans un deuxième temps, on s'est penché sur l'article 2 donc, du droit à la vie et l'article 8 du droit à la vie privée de la CEDH. Mais cependant, pour l'employé, il aurait fallu démontrer que la requérante n'avait plus de possibilité de vivre chez elle, et donc il fallait démontrer un seuil de gravité assez important pour pouvoir l'employer. Il était donc plus judicieux de se baser directement sur la directive. Ensuite, dans un troisième temps, on a exploré le pouvoir du maire. Donc le maire a un pouvoir de police administrative générale et spéciale. Cependant, pour pouvoir mettre en place des mesures de police, il faut nécessairement qu'elles soient proportionnées au risque. Et en l'espèce, la requérante avait demandé à ce qu'il y ait à mettre fin à la circulation de certains véhicules et sur certaines routes, sauf que c'était complètement disproportionné au risque qui existait et donc ça n'a pas pu être retenu. C'est donc pour toutes ces raisons que la demande de la requérante a donc été rejetée. Donc le procès fictif nous a vraiment permis d'avoir une expérience immersive dans l'univers juridique, ce qu'on ne trouve pas avec nos cours théoriques. Il nous a permis de voir ce que c'était vraiment que le métier d'avocat, de juge, de rapporteur public, la complexité, le travail qu'il fallait investir ainsi que les enjeux qui existaient.
Et en effet, nous n'avons pas simplement joué des rôles, nous avons réellement dû réaliser le même travail que les professionnels, suivre les mêmes étapes afin de construire nos arguments, trouver des solutions. On a donc eu un aperçu des carrières que l'on pourrait suivre, de ce qui se passe réellement dans un procès et de ce qui se passe réellement dans un procès. Et on a pu comprendre comment l'histoire et le futur étaient réellement façonnés par les tribunaux. Enfin, le fait que les différentes universités aient eu à peu près toutes trouvé une solution différente est assez intéressant parce que l'on observe qu'en dépit de la mise en place des directives et de l'action de l'UE et de sa politique d'harmonisation, on voit qu'il reste une différence au niveau de l'application du droit dans chaque État membre, liée notamment aux règles de procédure dans chaque État. Eh bien, Elisa, je vois que je n'ai quasiment plus rien à dire parce qu'effectivement, vous avez mis le doigt sur l'ensemble de ces concepts clés. Il me reste juste ici à vous remercier vivement parce que, évidemment, c'est un travail colossal que vous avez mené avec brio. Toutes les équipes ensemble, grâce à vos professeurs de droit et aux juges qui se sont, si je puis dire, un peu mouillé la chemise pour vous aider, pour vous accompagner, vous faire grandir dans une expérience, comme Elisa l'a dit, immersive et qui me permet aussi de faire un petit clin d'œil aux juristes de la Direction générale pour l'environnement qui travaillent tous que sur ces dossiers de manière quotidienne. Et puis surtout de vous inviter, pourquoi pas un jour, à venir rejoindre nos équipes. Et puis de toute façon, je vous souhaite vraiment beaucoup de succès dans vos activités futures, votre carrière future. Vous êtes au début de vos études. Le chemin est peut-être encore un petit peu long, mais bientôt vous serez sans doute à nos côtés pour être acteur du droit. Et par ce biais, ici, je crois que vous avez vraiment rendu hommage aux juges et montré ce qu'est la vie dans un prétoire, ce qui est relativement rare. Alors, je vais laisser les uns et les autres un instant pour revenir à Marc et Elisa pour une question un petit peu plus spécifique. Creusons un peu maintenant cette histoire et alors, finalement, si Madame de Mongeau a eu, sans trop de difficultés, accès au juge et a pu, son action, son intérêt à agir a été reconnu, ce n'est pas le cas pour l'ONG. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce serait vraiment le cas en réalité? Qu'est-ce que, Marc, tu pourrais nous parler un peu plus de démocratie environnementale, s'il te plaît? On aime bien le sujet. Merci Sarah. Oui, je vais être assez bref, je ne vais pas faire un cours sur l'accès aux juges, mais l'accès aux juges, c'est effectivement un point central parce que l'application du droit ne peut se faire que s'il y a un accès aux juges. Et comme l'a dit aussi Elisa, et on l'a vu dans les différents procès fictifs, les règles de procédure restent quand même différentes dans les différents États membres. Même si la Convention de Aarhus et d'autres textes, les textes européens, proposent en fait une certaine harmonisation en ouvrant les prétoires pour ce qui concerne le droit de l'environnement. Le point donc est très important. S'agissant de la situation française, s'agissant donc d'un particulier comme Madame de Mongeau, le juge reconnaît un intérêt à agir. L'intérêt à agir n'est pas très compliqué à démontrer en droit administratif français. On part de l'idée que la personne habite au bord d'une route à forte circulation, elle a un intérêt à contester en fait l'absence de mesures suffisantes. Pour ça, cette situation n'est pas très complexe et d'un point de vue de la réalité, c'est tout à fait ça. Enfin, le procès fictif représente bien la réalité. S'agissant de l'ONG, en France, la règle de l'intérêt à agir est la même. L'intérêt à agir d'une ONG va s'apprécier par rapport à l'objet statutaire de l'ONG et donc de l'association. Et donc l'objet statutaire, s'il mentionne la protection de l'environnement, d'une façon générale, il n'y a pas de difficulté particulière pour reconnaître un intérêt à agir. Alors, dans le système français, il y a en plus des associations qui sont agréées et qui ont automatiquement une présomption d'intérêt à agir. Alors, dans le cas particulier du procès fictif, si l'association n'a pas été reconnue comme admissible, comme si sa requête n'était pas admissible,
c'est lié au fait que le juge contrôle néanmoins que les statuts de l'association sont fournis et que l'objet de l'association est bien la protection de l'environnement. Et là, en l'espèce, les requérants n'ont pas fourni les statuts de l'association. Alors ça peut être considéré comme une erreur dans le procès. Je voudrais simplement, pour terminer, dire simplement que ce n'est pas si rare que ça, finalement, ce type de problématique. C'est-à-dire que pour mener un procès, il faut que les parties soient actives et qu'elles apportent les arguments. C'est pas le juge ne va pas lui-même construire le procès pour la plupart des éléments. Ce sont aux parties c'est la responsabilité des parties d'apporter les éléments nécessaires. Et là, en l'occurrence, on était dans ce cas de figure. Alors, ça n'a pas d'incidence du tout sur la solution, parce qu'à partir du moment où un des requérants, là en l'occurrence Madame de Mongeau, a la qualité pour agir et l'intérêt pour agir, alors à ce moment-là, la requête sera examinée complètement. Et elle pourra aussi invoquer tout moyen. Très bien. Donc, si je comprends bien, en définitive, c'est pas au juge de faire le cas. Donc, c'est à chacun de savoir amener les bonnes pièces au bon moment pour faire valoir ses droits et pour avoir cet intérêt à agir, enfin les critères, les conditions remplies. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous retrouve à la fin. Et pour le moment, je passe maintenant à Andrew et Alessandra pour le University College of Dublin. So, Andrew, the question is for you now. La question est pour vous. Alors, du fait du confinement avec la Covid, la qualité de l'air en 2020, d'après les différents rapports, nous montre qu'en fait, on est dans le respect des valeurs limites. Alors, est-ce qu'il est normal que l'on demande maintenant d'aller au-delà de ces valeurs limites à un juge? En fait, c'est vrai que ce n'était pas désespéré, mais c'était difficile. Et nous avons dû considérer, en réalité, tous les éléments. Vous avez entendu qu'on a dû considérer PM 2,5 et PM 10. En ce qui concerne PM 2,5 que vous voyez à l'écran, en fait, les émissions étaient en dessous des valeurs limites prévues par la directive. Et donc déjà en 2020, ces valeurs étaient basses du fait de l'effet Covid. En ce qui concerne PM 2,5, c'était tout à fait désespéré parce qu'en fait, l'OMS recommande des valeurs nettement inférieures à celles-là. Mais on peut dire, et c'est quelque chose qui est ressorti assez bien dans le procès fictif des Pays-Bas, c'est qu'en fait, il y a des consensus scientifiques qui sont reconnus et qui peuvent forcer une reconnaissance des droits au sens de la Convention. Et ça, c'est ce qu'on appelle la méthode commune de reconnaissance qui est reconnue par les différentes cours, notamment aux Pays-Bas. Alors, ici, le gouvernement a mis en danger, par exemple, mon droit à la vie, et ceci peut être interprété à la lumière des recommandations de l'OMS. Maintenant, passons au PM 10, après avoir vu le PM 2,5. Ici, on a vu qu'on excédait les valeurs en 2018 et 2019, et puis il y a l'effet Covid en 2020 où on est nettement inférieur, mais uniquement parce que le trafic avait beaucoup baissé du fait du confinement en temps de pandémie. Alors, plusieurs procès fictifs ont pris une approche formaliste en disant, écoutez, on est dans les valeurs et donc ce n'est pas une violation. Mais aux Pays-Bas, la Cour a dit que l'année 2020 était une année atypique et que, au préalable, il y avait une tendance généralisée à dépasser les valeurs. Chez nous, on a dit qu'il y avait un risque de dépasser ces valeurs une fois que le confinement serait terminé. Alors comment
se battre contre cela. Deux remarques. Alors, tout d'abord, nous pouvons voir que le timing est tout. Est vraiment très important. Et ici, le timing est mal tombé parce que 2020, c'est une mauvaise année pour plaider sur la qualité de l'air, justement parce qu'il y a eu la pandémie. Première chose. Deuxième chose, Alessandra l'a évoqué, même les tribunaux nationaux peuvent être convaincus à intervenir, mais les voies de recours ne sont pas les mêmes selon les juridictions. Par exemple, la Cour irlandaise a indiqué que si elle avait pu intervenir, elle aurait considéré seulement un avertissement, un plan prudent, sans appliquer ou imposer, par exemple, des mesures beaucoup plus restrictives comme la fermeture d'une sortie d'autoroute, par exemple, qui était demandée. Merci Andrew, c'est très clair. Je pense que vous nous avez certainement donné du grain à moudre. Alors, donc, le timing compte ici. Alors, je vous remercie. Je voudrais, en parlant d'avis, je voudrais demander maintenant à l'Université de Gothenburg et à David ce que serait son conseil s'il devait défendre une affaire comme celle de M. Bocken. Est-ce que vous iriez devant les tribunaux en 2021 et est-ce que vous demanderiez au juge national des mesures spécifiques? Merci beaucoup. Je reviens à ce que Andrew a dit. Les temps sont difficiles pour demander aux tribunaux d'intervenir en la matière. La Cour suédoise a souligné qu'il existe une norme contraignante qui est respectée et les mesures se fondent sur des éléments de précaution. Pour ce qui concerne les droits humains, on peut se référer à cela, à la Commission des droits humains, mais cela ne serait pas considéré comme l'application de la législation de l'Union européenne. Pour la Suède, l'existence de normes contraignantes aurait une influence considérable sur l'interprétation du contenu substantiel des droits de l'homme et sur le niveau de pollution qui constituerait une violation. La propension de fonder des décisions sur des arguments est plus élevée dans certains pays que dans d'autres. Dans le contexte suédois, il serait mieux de laisser de côté la question de la pollution de l'air et de fonder l'affaire sur le bruit environnemental. Les limites de bruit sont très strictes et des mesures très strictes peuvent être prises en la matière. La question de l'autoroute ne semble pas être proportionnelle, mais si l'on travaillait sur le bruit et les normes de bruit, on pourrait peut-être obtenir gain de cause. Merci de cette recommandation, avoir recours à des normes de bruit. Merci beaucoup à tous les deux. Je passe maintenant à l'Université de Münster, Clara et Mathias. Mathias, vous m'entendez? Merci de me donner la parole. C'est un honneur d'être ici. Je suis Mathias Keller, juge administratif. C'est un panel très intéressant. Sarah? Oui, nous sommes très heureux, Mathias, que vous soyez parmi nous. Et j'ai une question précise à vous poser sur la base de votre expérience. Comparé à la première édition des procès simulés précédents, on n'a pas mis en cause les cours. Je me souviens des articles 13 et 16 avec la dépendance par rapport au type de polluant.
J'aimerais connaître votre point de vue à ce sujet. Merci, Mathias. Merci de cette question intéressante. On peut répondre simplement à cette question. Pour les juges allemands, l'affaire était claire. Et il n'était donc pas nécessaire de procéder à des références préliminaires. Cela nous montre la logique des décisions au sujet des affaires. La Cour allemande a basé sa décision positive pas tellement sur le PM 2,5, mais sur le PM 10. Et comme vous le savez, le contexte, les concepts juridiques sont clairs. Nous avons l'article 16, directive sur la qualité de l'air. L'annexe 11 est très claire aussi. Et les seuils limites par jour exprimés en microgrammes, 35 jours au maximum, ce sont des éléments clairs. Et selon mes informations, tout cela est très bien transposé dans la législation, dans le droit allemand. La Cour a donc estimé, disons-le simplement, qu'il y aura trop de PM à l'avenir et c'est un argument suffisant pour renvoyer le dossier à l'administration. Pour que l'administration réfléchisse à nouveau à la question, c'est-à-dire réfléchisse comment éviter des dépassements futurs en élaborant un meilleur plan. Comme vous l'avez entendu de la part de Clara, la période Corona ne fournit pas de données suffisantes pour des situations futures. Nous ne voulons pas vivre pour le reste de nos jours comme en 2020. Personnellement, je suis très optimiste à ce sujet parce que aujourd'hui, j'ai eu mon deuxième vaccin. Quoi qu'il en soit, le PM 2,5 est dangereux pour la santé humaine. Et nous avons eu une discussion très subtile concernant les valeurs limites. Ce n'était pas tellement facile. L'annexe 14 détermine les seuils limites pertinents, mais même depuis le 1er janvier 2020, en fonction des discussions entre les juges allemands, nous avons toujours une valeur limite de 25 microgrammes et non pas de 20. Ce qui est, et ici je m'exprime en tant que citoyen concerné, moins comme un juge, je dois dire en tout cas que c'est extrêmement regrettable. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et une fois de plus, je voudrais dire que nous sommes très heureux de pouvoir participer à ce projet merveilleux. Pour l'équipe de Münster, c'était la première fois et j'espère que cela ne sera pas la dernière fois. Et j'espère que nous aurons un événement présentiel à l'avenir. Mathias, merci beaucoup. Nous formulons les mêmes attentes. Une réunion en présentiel. C'est un plaisir d'être tous ensemble. S'agissant de l'interprétation de la loi, ce n'est pas toujours évident. Et ce procès simulé met aussi l'accent sur les petites notes en bas de page. Pour nous, il y a une valeur limite contraignante. En 2013, la révision a été réalisée. Et à partir de là, on peut considérer que les choses sont contraignantes.
J'aurai le plaisir de vous revoir à l'avenir également et j'espère que nous pourrons faire la fête. Je passe à l'université d'Utrecht avec Herman et Martha. Herman, je vous pose la question. Les cours ont été interpellés par rapport à différentes mesures s'agissant de l'autoroute et du retrait des véhicules à moteur à combustion plus âgés que les véhicules de 2014. Quels sont les éléments de preuve à apporter pour argumenter une affaire qui mettrait plus l'accent sur l'efficacité et la suffisance des plans en matière de qualité de l'air? La charge de la preuve pour ce qui concerne la qualité de l'air, je crois qu'Andrew a créé un certain espoir. Mais pour ce qui concerne la charge de la preuve, j'ai quelques inquiétudes. Comme vous l'avez dit, les partis demandent des mesures concrètes, c'est-à-dire que l'on ferme l'accès à l'autoroute et que l'on interdise la traversée de certaines parties de la ville. Ces mesures seraient suffisantes pour améliorer la qualité de l'air. Mais cela ne sera pas fait à l'avenir. Et sur le plan des preuves, c'est assez clair. Il y avait une violation des normes en matière de l'air. Et je suis un étudiant, mais aux Pays-Bas, on n'a pas pu prouver que ces mesures à elles seules seraient efficaces et non plus qu'elles auraient été possibles. Cela ne signifie pas nécessairement que ces mesures ou d'autres mesures seront prises à l'avenir. Comme on l'a dit, la légalité de la politique en matière de l'air doit être examinée. Dans ce contexte, il faut savoir que les cours administratives des Pays-Bas qui jugent de la légalité des règlements disposent des instruments d'examen pour déterminer la légalité de certaines lois. Pour pouvoir obtenir gain de cause dans un procès, il faut qu'aucune décision illicite soit prise sur la base des plans locaux. Ces plans locaux qui sont illicites en eux-mêmes, mais la Cour n'a pas voulu accepter cet argument. La légalité des dispositions devrait être examinée devant des tribunaux civils, puisque le juge des tribunaux civils peut examiner la légalité des politiques et des mesures. Cela aurait signifié que les requérants auraient été dans une position désavantageuse pour eux. Ils auraient dû prouver tous les aspects illicites de la politique en matière de pollution avec aucune possibilité de succès. Ces politiques étant considérées comme légales en tant que telles. La Cour administrative a adopté une position passive en la matière. Prouver l'illégalité de dispositions en matière de pollution de l'air est quasiment impossible aux Pays-Bas. Il y a une jurisprudence
La Fondation du pain a entamé une procédure et on a constaté que la qualité de l'air, qu'il y avait des dépassements des valeurs pour ce qui concerne la qualité de l'air. Donc la conclusion est assez décevante. Il est difficile de prouver que la politique en matière de qualité de l'air est illégale, même si elle ne s'approche pas des standards. Il s'agit d'une question de problème d'exécution et de l'impossibilité de demander d'autres mesures. La question de la charge de la preuve est complexe. C'est dû aussi à la formulation et à la structure de la directive qui met l'accent moins sur des aspects institutionnels. Les dépassements des normes conformément au droit et on a parlé de certains militants. Il y a des issues, des possibilités dans ce contexte-là. Je vous remercie de votre attention. Thanks a lot to all. Merci à tous. Je dois dire que cette expérience a été vraiment extraordinaire. Et en ce qui concerne l'Université d'Utrecht et la jurisprudence qui vient des Pays-Bas, avec le jugement qui a été rendu récemment, eh bien, ceci nous encourage à vous suivre de plus près pour voir les autres résultats. Donne à réfléchir sur des concepts clés du droit de l'Union européenne. On l'a vu, l'intérêt à agir, la démocratie environnementale, l'interprétation uniforme du droit, l'efficacité du droit, le rôle du juge dans son prétoire. Au-delà, il nous questionne sur le modèle de société dans lequel nous voulons vivre. Alors, ça fait écho à une prise de conscience grandissante qui est celle de dire que l'environnement et sa protection, c'est simplement un enjeu vital. Alors, ici, tous ces cas fictifs nous ont finalement focalisé sur des mesures spécifiques. Quand on considère l'action qui est menée par la Commission, on va avoir tendance à nous fixer sur un ensemble de mesures planifiées. Pourquoi ? On voit bien, si on a un focus sur une année spécifique, on risque de tomber dans le piège simplement de conditions météorologiques, d'une situation, d'une anecdote qui fait que les valeurs limites sont respectées et que du coup, tout va bien. Donc, il y a quelque chose là qui se fait et on peut l'observer surtout dans le domaine du changement climatique pour le moment, mais aussi et certainement pour la qualité de l'air. On s'intéresse de plus en plus à une action qui est portée sur un ensemble de mesures. La question étant, est-ce que la planification réalisée, les objectifs et donc, dans une certaine mesure, la politique, au sens policies, sont suffisamment correctes pour atteindre l'objectif. Et donc, de ce fait, on tombe sur une situation où le droit n'est pas seulement un outil de contrôle et de sanction, mais il est également un outil de prévention et de protection de l'environnement à ce titre. Et c'est là où, je dirais, tout l'enjeu de notre session d'aujourd'hui prend toute son ampleur. Alors, un dernier mot pour vous remercier encore une fois parce que ici, vous nous avez mis en lumière le travail des juges, des avocats, des praticiens du droit et tous, avec ces études brillamment menées, je voudrais vous dire que bravo, merci, c'était brillant, c'est avec brio que vous avez réussi. Vous avez rendu un vibrant hommage à l'ensemble des praticiens du droit, toutes ces personnes qui discrètement mais quotidiennement, elles aussi, œuvrent à la protection de l'environnement, à la défense de l'intérêt général et à la préservation de l'intérêt des générations futures. Merci encore, merci à toutes vos équipes, tous les noms sont sur le site et vraiment, de ma part et de tous ici, merci beaucoup. Merci à vous.
Merci aussi aux équipes techniques, merci à l'ensemble de l'organisation de la Green Week pour le travail qui a été réalisé aujourd'hui et qui nous a permis de vous présenter à tous un travail universitaire qu'on ne voit pas tous les jours. Merci, à bientôt.